Rebonjour. C'est bon, ça marche. Rebonjour tout le monde. Est-ce que vous avez bien mangé? Bien bu? Ouais. Un petit café, ça repart. J'espère que vous n'allez pas avoir trop la phase sieste après manger, parce que là, on va avoir une super keynote. On va accueillir Ophélie Coelho, qui est chercheuse à l'IRIS CIS et qui aujourd'hui va nous parler de faire de la géopolitique du numérique comme du DevOps, pipeline de données, cartographie et incidents géopolitiques. Ophélie, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors autant vous dire que je ne m'étais pas attendue à une salle aussi grande. J'étais un peu intimidée quand j'ai regardé. Je me suis dit, elle est grande cette salle, il y a trop de gens. Bon. Et c'est la dernière keynote de l'année. Donc en plus de ça, j'ai essayé d'être un peu originale, de changer un peu. Ce qui est aussi une prise de risque, en fait. Donc du coup, j'ai une grande audience. Donc si je me plante, ce sera devant une grande audience. Donc voilà. Si vous voulez, on pourra noter à la fin. Alors donc, du coup, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon travail. Donc je suis chercheuse en géopolitique du numérique. Avant de passer à la recherche, en fait, j'étais dans l'industrie du numérique, bossais en agence, en entreprise, tout ça. Je continue, un pied dans le terrain, un pied dans la recherche. Et donc, en fait, je me suis dit de quoi parler. De quoi parler à DevOps Rex. Et en plus de ça, j'ai eu un peu, en gros, j'ai zappé quelque chose d'important pour la dernière keynote de l'année. Jonathan, l'un des organisateurs, qui m'a eu au téléphone, m'a dit en fait, on n'a pas ton titre de présentation ni ta description, donc en fait, tu vas parler de quoi? Donc voilà, je me dis mince alors, c'est vrai, c'est pas possible, j'ai complètement zappé. Donc, me voici avec mon sujet, faire de la géopolitique du numérique comme du DevOps. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, pour la dernière de l'année, je vais un peu ouvrir les portes de l'atelier, les portes du laboratoire, même si voilà, c'est toujours un peu compliqué et qu'en 20 minutes, on peut pas, en moins de 20 minutes, puisqu'il y a les questions, on ne peut pas parler de tout. Mais voilà, un petit peu entrouvert, on va entrouvrir un petit peu cette porte de l'atelier, qui est en fait, du coup, parler de DevOps. Il y a en fait des outils, de la méthodologie. C'est un métier que je connais un petit peu, mais quand moi j'étais en agence, il n'y avait pas de DevOps dans mon équipe, donc du coup je le découvre au fur et à mesure et je trouve ça assez formidable. Mais dans mon secteur, en fait, dans la recherche en géopolitique du numérique, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, il y a quand même des correspondances, il y a quand même des choses qui se ressemblent dans les tâches qu'on effectue, dans la manière qu'on a de réfléchir, de penser la chose et l'objet qu'on suit, qu'on étudie, qu'on développe. Donc, ça pourrait être intéressant de profiter de ça, à la fois pour parler de l'atelier, et aussi, en même temps, parler des enjeux géopolitiques de cette manière-là, donc peut-être un peu plus ludique que d'habitude, et par ailleurs, ensuite, faire un petit comparatif sympathique entre les deux métiers et les deux process. Donc, en cela, on peut... Voilà, je me suis dit, je vais utiliser la matière que j'ai de mon côté. Donc, généralement, ce que vous voyez à la fin dans mes présentations, dans mes livres, ça va être des cartes, des schémas. Alors, il y a de plus en plus de cartes, de plus en plus de schémas, parce qu'en fait, je me dis que c'est quand même la meilleure façon de faire comprendre la complexité technique, informationnelle, etc. Et ça ne vient pas de rien, c'est-à-dire que pour produire de la donnée et de l'analyse, pour produire ces schémas et ces analyses, il faut de la donnée. Il faut travailler sur de la donnée. Et il faut essayer, en tout cas, d'automatiser un certain recueil de données, une certaine veille, s'y tenir, et ensuite avec tout un process de développement de l'analyse et des cartes, des schémas, etc. Donc, en gros, d'une certaine manière, il faut construire une infrastructure de recherche, vraiment, à partir de corpus, de bases de données, de différents outils, que je vais citer pour certains ici. Et il faut aussi être en mesure d'identifier les incidents. Les incidents, donc, dans la géopolitique du numérique, ça va être des ruptures de câbles, ça va être des ruptures de service, on en a eu pas mal cette année quand même. Les interpréter, même si on ne pourra pas les résoudre, pour le coup. Problème, en géopolitique du numérique, c'est assez neuf en réalité comme discipline, si on appelle ça une discipline. Il y a beaucoup d'outils qui existent pour travailler la donnée.
mais aucun qui sont évidemment spécialisés sur la discipline. Il y a beaucoup de données, mais aucune qui n'est structurée. On va le voir, on va prendre un cas assez simple et précis pour illustrer cela. Il y a beaucoup de déchets aussi. Et puis par ailleurs, comme j'ai tendance à parler beaucoup de dépendance à des solutions dominantes sur le marché, je suis confrontée, et peut-être que vous l'êtes aussi souvent, à cette question de qu'est-ce que j'utilise comme outil ? Est-ce que je vais aussi utiliser les outils des big tech, par exemple, j'ai parlé à un moment donné de vue satellitaire. Pour ceux qui font de la vue satellitaire, en général, ils vont directement sur Google Earth. Voilà, ils vont utiliser l'outil Google Earth. Et puis progressivement, après, ils vont s'intéresser, s'ils veulent aller plus loin, à d'autres outils plus professionnels, plus spécialisés. Donc voilà, moi je me dis, qu'est-ce que je fais face à cette problématique-là ? Je vais quand même pas faire le contraire de ce que je dis. Donc en général, justement, les outils, pour moi, c'est une hygiène personnelle de respecter mes principes là-dessus. Donc en termes d'outils, du coup, dans un premier temps, quand on fait de la géopolitique du numérique, il peut être très intéressant d'utiliser des outils qui sont utilisés par le métier, par les métiers du réseau, parfois pour d'autres questions que celles de la recherche en géopolitique du numérique, bien sûr. RIP-Atlas, RIP-Stat, l'outil intégré de RIS, et puis d'autres plateformes de métrique éventuellement. Même si, très honnêtement, moi, je trouve que quand même, RIP-Stat permet de faire beaucoup de choses en termes de données. Et puis, dans le cas des incidents et des coupures, il y a plein d'outils qui existent en réalité. Personnellement, je ne les utilise pas énormément parce que très souvent, comme je ne suis pas branchée H24 sur tous les événements, je les apprends par des tiers. Et donc après, je vais creuser. Mais souvent, d'ici là, il y a eu des analyses. Et ça me permet d'y rajouter une couche complémentaire sur les relations internationales, sur les rapports de puissance entre États, acteurs privés, etc. Donc je les ai cités, mais personnellement, je ne les utilise pas, Yoda et NetBlocks. Très peu. Alors pourquoi c'est intéressant, par exemple, d'utiliser un outil comme RIP-Atlas ou RIP-Stat ? Parce qu'en fait, ça nous permet déjà d'utiliser des données d'entrée comme des données de routage BGP, voilà. De faire des mesures de latence et de chemin, surtout, c'est ça qui est important, c'est les trace routes, sur des sondes qui sont régionales et au niveau mondial. Donc après, selon les régions du monde, on va avoir plus ou moins de sondes, plus ou moins de possibilités d'aller récupérer des données. Ensuite, on va pouvoir traiter ces données, la plupart du temps. Et en sortie, par exemple, si j'étudie un pays comme le réseau sud-africain et le passage de données sur ce territoire-là, qui a un corridor de passage de données majeur sur le continent africain, je vais pouvoir par la suite faire des graphes qui montrera ou pas la centralité d'opérateurs sud-africains ou d'autres opérateurs. Donc, en gros, ça permet aussi de valider des choses qui auraient été vues par d'autres outils. Quand on fait de la cartographie infrastructurelle, par exemple, on voit qu'il y a des infrastructures, mais on ne sait pas forcément si elles sont utilisées, si les données passent par là. Et justement, quand on fait de la géopolitique, l'outil, disons, pas seulement de présentation, mais d'exploration, c'est très souvent la cartographie. Vous avez un institut en France qui s'appelle l'Institut Géode, géopolitique de la datasphère. C'est les seuls qui sont vraiment spécialisés dans le domaine de, disons, la géopolitique du numérique, avec un aspect très data. Eux, ils font beaucoup de cartographie de data. Moi, j'utilise un petit peu moins ça parce que je m'intéresse moins à la couche informationnelle qu'au logiciel, en fait, et aux couches infrastructurelles sous-jacentes, les câbles sous-marins, etc. Et donc, je m'intéresse un petit peu moins, mais néanmoins, ça m'arrive de les utiliser. Donc, par exemple, un outil Trace Route Visualization Tool, il y en a plusieurs, des types d'outils de ce genre-là. Il y a Artemis également, qui est très utilisé d'ailleurs par Géode. Et voilà, et ça permet en fait, effectivement, de faire des cartographies de données, de flux de données, qui donnent des informations sur, ça peut être des informations sur les réseaux sociaux éventuellement, mais également sur des flux de données. Et ensuite, il y a la cartographie plus classique, SIG, donc comme un logiciel que moi j'utilise beaucoup, qui est QGIS, qui permet en fait, déjà c'est open source, on peut faire pas mal de choses sur QGIS. Moi, je suis très très fan de ce logiciel, même s'il est assez complexe d'usage, il faut bien l'admettre.
Mais ça permet de travailler de la donnée, d'insérer de la donnée travaillée ou de la travailler dans le logiciel d'ailleurs, et par ailleurs de faire un certain nombre de choses, en tout cas même de faire de l'exploration cartographique avant même de sortir des cartes. Et alors du coup, justement, ces données qu'on va mettre dans les logiciels, elles viennent d'où? Donc j'ai parlé avant de RIP Atlas. Après, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire de l'OSINT, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et voilà, c'est la possibilité effectivement d'aller chercher de la donnée. Vous avez Spiderfoot pour ceux qui commencent un petit peu dans le secteur. ReconNG, vous l'avez sur des distributions comme Kali sur Linux. Très facile, je crois qu'il est intégré de base en fait dans Kali, par exemple. Après, bon, je ne les utilise pas tout le temps, mais ça m'arrive pour aller chercher de la donnée. Par rapport au métier du DevOps, clairement, vous l'avez compris, je pense, la recherche en géopolitique du numérique, c'est beaucoup d'outils, beaucoup de tests, un esprit laboratoire quasi tout le temps. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Mais l'idée, c'est d'avoir une donnée fiable et de réussir à faire passer, en fait, à transmettre cela de la meilleure façon possible. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, du coup, c'est l'automatisation de tout ça en général. J'en suis pas encore au DevOps. Je ne peux pas automatiser l'ensemble du process de veille, récupération de données, traitement derrière. Je fonctionne donc par projet, en fait, systématiquement, où je change d'outil, où je change de source de données, et où je retravaille derrière. Donc ça s'est amélioré au fil des années, et j'espère vraiment réussir dans les prochaines années à avoir une discipline. Enfin, c'est pas une question de discipline d'ailleurs, c'est vraiment avoir la possibilité de faire vraiment un process sérieux de veille, traitement de données, sortie derrière de données presque automatisées qui me permettent de voir tout de suite ce que j'ai, quoi. Bon, là, je vais un petit peu dans le fantasme de la chercheuse en géopolitique du numérique, mais très honnêtement, ce qui me manque, c'est ça aujourd'hui. Ça me fait perdre un temps fou. Notamment aussi parce que la raison pour laquelle c'est aussi compliqué, et c'est souvent un travail de fourmi, c'est que les données, elles sont souvent absentes et fermées. Question de propriété industrielle, d'infrastructures sensibles ou critiques, on n'a pas accès aux données très souvent. Et ce sont aussi des informations qui sont parfois considérées comme sensibles pour le pays, dans des écosystèmes clos, etc. Je vais montrer quelques exemples après, encore une fois. Et parfois les données sont disponibles, mais elles sont payantes et elles sont très très chères. C'est juste un budget que je ne peux pas me permettre moi en tant que chercheuse cumulant de jobs, c'est pas possible. Et donc du coup souvent ce sont des données à produire par croisement de données. Alors l'OSINT te donne des techniques, mais bon après tu inventes quand même tes propres recettes. Et des données à produire, ce serait des données à produire pour les acteurs privés. Je donne des exemples là, les mesures internes de consommation énergétique des centres de données, par exemple, chose qui pour moi m'intéresse en géopolitique du numérique, parce qu'en fait c'est majeur, les réseaux énergétiques. Alors je me rends compte que je parle à des gens qui peut-être ne connaissent pas mon travail, mais c'est vrai que j'intègre de plus en plus la dimension énergétique dans la géopolitique du numérique, parce que nous sommes au-delà du réseau purement network et de réseaux logiciels interdépendants, ça repose effectivement sur un maillage énergétique territorial. Vous allez en entendre de plus en plus parler avec les grands campus de données en Europe qui sont des défis assez inédits pour le territoire européen en termes de flux, de haute tension, de câbles à haute tension et de flux en fait énergétiques qu'il faut fournir pour ces infrastructures-là. Et on n'a pas vraiment de mesures. D'ailleurs, c'est un problème. Parce que là, on a poussé un grand nombre d'implantations de campus de centres de données en Europe, mais les données, déjà, elles ne sont pas publiées, c'est un problème, et en plus de ça, souvent les audits sont en cours, alors même que les financements sont déjà faits. Donc c'est problématique quand même. On va vraiment trop vite par rapport... on met la charrue avant les bœufs, pour utiliser une expression bien lourde et tradie. Alors justement, j'aurais pu montrer cette slide en même temps, les projets annoncés en 2024-2025, donc quand on regarde les différents projets qu'on a en Europe, on va avoir le projet norvégien là-haut, on va avoir celui effectivement de Campus IA juste à côté d'ici, qui est directement en concurrence avec le projet portugais de Sines. Sines directement relié au câble sous-marin, au nouveau câble sous-marin, où forcément
voilà, c'est un point assez chaud. Et on voit pourquoi directement en concurrence? Parce que en termes de flux direct de consommation énergétique, on est sur 1,2 gigawatts à Sines et 1,4 gigawatts quand même par ici. C'est vraiment énorme pour ceux qui connaissent un petit peu les sujets de câbles haute tension. C'est quand même un défi en termes de gestion électrique derrière. Et donc, effectivement, dans ces défis NIDI, là, il manque des données. Il manque des données aujourd'hui sur ces choses-là. Et donc, on peut montrer des choses, on peut montrer de la localisation, on peut montrer ce qui est annoncé comme flux énergétique, mais on ne peut pas montrer ce que ça va effectivement consommer chaque jour, chaque mois ou sur l'année. On le saura peut-être après, si c'est publié. Donc, pour faire de la recherche là-dessus, c'est compliqué. Et il faut toujours, du coup, prévenir que ce qu'on va dire, c'est dans un certain cadre, qu'on ne peut pas avoir toutes les données, et que ce serait pas mal que l'État ou que les acteurs privés eux-mêmes fassent en sorte qu'on ait ces données pour la recherche et qu'on ait ces données pour le choix stratégique. Où est-ce qu'on intègre les centres de données, de quelle manière, etc. Pour pouvoir apprendre aussi de cette expérience. Deuxième exemple, la mesure des dépendances sur l'absence de données. Parce que, bon, on parle de souveraineté numérique. Vous voyez comme je vous entraîne un petit peu sur les sujets progressivement de géopolitique du numérique, tout en étant partie d'outils. Bon, donc les mesures des dépendances. On parle de souveraineté numérique, mais aucune cartographie n'existe sur les dépendances. Alors bon, moi comme d'autres, ça fait depuis des années qu'on préconise de faire des cartographies de dépendance. Au niveau de l'État, bon certes, pourquoi pas, mais aussi, surtout de savoir ce que dans l'écosystème économique, dans le tissu économique, ce qui est utilisé, là où ce sur quoi il y a des dépendances. Et je ne parle pas des grands ensembles, parce que c'est facile de dire qu'on est dépendant d'AWS, d'Azure et de Google Cloud. Non, c'est de quoi on est dépendant dans ces immenses bibliothèques de services, exactement. Parce que si on ne sait pas exactement quels sont les services majeurs qu'on utilise dans ces grandes bibliothèques de services, à quel moment on peut considérer qu'on va pouvoir remplacer telle ou telle brique? C'est pas possible. Donc tant qu'on n'aura pas fait ça. Et ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas de culture du risque à ce niveau-là au sein des entreprises, bon, au sein de l'État aussi, pareil, et pas de méthodologie établie. Et clairement, aujourd'hui, personne pour mettre de l'argent sur ces sujets-là. Donc au niveau des États, aucune visibilité, ce qui veut dire que tu ne peux pas faire une stratégie industrielle fondée sur une idée de souveraineté numérique si derrière, tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu parles, en fait. Alors le tableau à côté, c'est une proposition vraiment basique que j'avais publiée dans la première édition de Géopolitique du numérique. Donc ça date déjà un petit peu. La nouvelle version sera publiée dans le manuel en ligne en janvier. Et en fait, donc il s'agit des dépendances, disons, les connues, générales, de manière générale, les plus connues, dans AWS. Mais en fait, ce travail-là de tableau d'évaluation de dépendance, il faudrait le faire pour toutes les entreprises, en fait, sur les produits qu'ils utilisent. Quelle est la brique que vous utilisez chez vous? Laquelle de ces briques est disons, critique, sensible, etc. Comment vous évaluez le niveau de dépendance? Donc, là, je n'ai pas mis le calcul, mais j'ai fait une sorte de calcul pour pouvoir évaluer un niveau de dépendance à un moment donné. Même si c'est un exemple qui n'est pas fondé sur une entreprise, là, en l'occurrence. Donc, la mesure des dépendances, là, jusque-là, on peut proposer une méthodologie, mais on n'a pas de données. C'est un problème. Et ensuite, il y a aussi des terrains qui sont peu documentés en cartographie. Par exemple, le continent africain, c'est de plus en plus documenté quand même, il y a de plus en plus de choses. Bon, déjà, on peut récupérer quand même des câbles sous-marins. Voilà, tout le monde maintenant a pu voir des cartes de câbles sous-marins, de télégéographie. Donc, on a maintenant bien connaissance du phénomène. Ce qui reste compliqué, c'est que généralement, on ne peut pas exporter ces données telles quelles. On ne peut pas exporter les propriétaires de câbles, par exemple. Donc, il faut faire un travail de fourmi pour ensuite aller les chercher. Et on ne peut pas non plus récupérer les capacités des câbles. Donc il faut aller chercher, soit dans les annonces et vérifier que c'est bien ça, soit dans des documents éventuellement techniques qui sont fournis par les entreprises, etc., etc. Donc c'est encore une fois un croisement de données afin de s'approcher du plus fiable. Et à cela s'ajoutent effectivement des enquêtes avec des entretiens derrière, des entretiens
en mode sociologique. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent la méthodologie de la sociologie. La sociologie, ce n'est pas juste comme ça une science humaine qui est fondée sur des ressentis. Il y a des méthodologies derrière, il y a une méthodologie de recherche, et notamment celle des entretiens, qui est intéressante, qui sera pour moi, que je trouve intéressant, dans lequel je pioche de temps en temps, pour aller vérifier en dernière instance, en fait, si ce que j'ai pu voir est bon, pas bon, etc. Alors, du coup, pareil, pour ce type de cartographie, ça a l'air de rien, comme ça, mais en fait, pour récupérer les données et des agrégats de centres de données, vous ne trouverez pas aujourd'hui de base de données complète de tous les centres de données mondiaux. Donc, pour recomposer une carte comme ça, pareil, il faut faire un travail de fourmi et aller chercher les données, les comparer. Et parfois, quand on n'est pas tout à fait sûr et qu'on a peur de se tromper, il va falloir aller vérifier, effectivement, et c'est là où la vue satellitaire est intéressante. Et donc, je conseille notamment l'alternative rennaise à Google Earth, Nimbo, de CareMap. Donc, CareMap, c'est une boîte rennaise qui est vraiment top, qui offre plein d'options complémentaires sur son logiciel enfin pas de carto, mais de visualisation satellitaire, et qui permet effectivement d'aller voir, du coup, c'est ce que je fais de temps en temps, je vais voir directement sur la vue satellitaire, mais est-ce que vraiment on a déjà ce centre de données, sachant que CareMap, contrairement à Google Earth, il est à jour tous les mois. Donc c'est très direct en fait, du coup on peut avoir vraiment une visibilité quasi en temps réel des travaux sur certains territoires. Donc ça c'est assez top. Pourquoi on fait ça? Parce que parfois, un centre de données, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est pas parce que vous aurez compté 4000 centres... Ah, je suis en time-out. C'est pas parce que vous aurez compté 4050 centres de données que ça veut dire que vous avez tant de capacité de calcul que ça. Et parfois aussi, le déplacement sur place est intéressant. C'est ce que je fais pour l'Afrique du Sud. J'ai eu la possibilité d'y aller, d'aller voir différents sites, vérifier comment, déjà vérifier parfois sur certains sites, et aussi aller visiter des quartiers dans lesquels il n'y a pas d'électricité et qui pour autant ne sont pas très loin de l'implantation de centres de données. Ce qui permet de voir qu'en fait, dans des pays où parfois, alors le Kenya c'est l'eau, problématique de l'eau, en Afrique du Sud c'est l'électricité, et on se rend compte qu'en fait il y a une accélération de l'implantation de centres de données géants, Teraco Digital Realty, notamment surtout pour l'Afrique du Sud, et dans un pays où il y a des gens qui n'ont juste pas d'électricité pour s'éclairer le soir et qui sont obligés d'aller voler d'électricité. Et du coup, dans l'actualité, le ministre de l'économie les appelle des isignoka, ce qui signifie justement des voleurs à rusés serpents en fait. À la base, c'est un mot zoulou qui veut dire serpent. Donc c'est pour vous dire un peu l'ambiance un petit peu de la chose. Donc très intéressant du coup d'associer des données finalement infrastructurelles un peu basiques, à une connaissance du terrain et à ce que ça représente aussi pour les sociétés sur place. Les limites d'interprétation, c'est que, comme je vous l'ai dit pour les nombres de centres de données, c'est que finalement les indicateurs sont imparfaits. Voilà. Un nombre de centres de données est différent de la capacité de calcul, du nombre de câbles et de la maîtrise des routes logiques. Et il y a aussi un biais dû au fait que parfois, quand on regarde la carte ici, sur la Chine, on a 379, 180 pour la Russie. Bon, c'est des chiffres qui ressortent souvent pour ces pays-là, mais en vrai, je pense qu'on ne sait pas réellement en fait combien il y en a pour la Russie et la Chine, par exemple. Et ce n'est pas les seuls. Donc, c'est un peu problématique. Bien sûr. Du coup, toujours informer des limites de l'exercice. C'est l'une des méthodologies qu'on applique systématiquement. On peut documenter du code, c'est pareil pour de la carto, il faut la documenter, il faut expliquer. Pourquoi en fait donc c'est les petits astérix, je vous laisserai le lire dans les publications, soit dans le bouquin, soit dans les publications en ligne. Je suis en time-out, donc vraiment je vais très très vite, mais en gros c'était pour expliquer que y a aussi du code dans mon activité, parce que la cartographie c'est pas seulement, c'est pas Illustrator quoi, c'est pas Photoshop, c'est pas tout ça. Tu travailles sur la donnée, donc en fait tu fais du Python, tu fais du SQL de temps en temps parce que tu as un moteur SQL dedans, et puis tu as des requêtes aussi spécifiques QGIS, enfin voilà quoi. C'est juste pour dire ça. Et parfois, tu crées des propres outils. Moi, je vais certainement publier une carte interactive en ligne, oui, que j'utilise moi comme un outil. Et dans ce cas-là, oui, tu vas utiliser du GeoJSON, donc c'est le JSON pour la géographie, et du JS basique. Donc, pour terminer, parce que je suis vraiment en time-out,
Pourtant, c'est marqué 14 minutes, mais je pense que ça ne devait pas être réglé correctement. Donc juste DevOps, géoponyme, même combat. Donc vous l'avez compris, hein, ce truc du DevOps, c'était vraiment un argument pour parler de ce que je fais, en essayant de l'expliquer autrement que d'habitude, hein, même si c'est toujours en surface pour le coup. Mais voilà, quels sont les points communs? Sur l'infrastructure, le côté DevOps, bon voilà, il y a les gestions des clusters, bon, il y a les clusters, serveurs, réseaux, bases, systèmes de log. Côté recherche, il y a des corpus, des jeux de données sur les câbles, les réseaux, les centres de données, etc. Des outils de cartographie, des scripts qu'on utilise précieusement, qu'on utilise et qu'on garde précieusement dans un fichier pour pas les paumer parce que c'est toujours la galère à retrouver. Des plateformes comme Nimbo pour vérifier, etc. Les pipelines, côté DevOps, vous avez vos intégrations continues, développement continu, test, build, déploiement automatisé. Moi, c'est ce qui me manque. Parce que du coup, de mon côté, je fais à chaque fois en mode projet, collecte, nettoyage, géoréférencement, cartographie, texte. Parce qu'après, il faut produire, en fait, le texte. C'est pas fini d'avoir la donnée, on ne s'arrête pas là. Après, il faut faire quelque chose avec, il faut l'interpréter. Observabilité, vous avez des métriques, des logs, dashboards, alertes. Moi, de mon côté, c'est des outils de veille, un peu plus classiques parfois, pour aller chercher ce qui se passe, du coup. Pareil pour les incidents, voilà, grosso modo, observabilité, incident, on va le mettre dans le même truc. Alors, peut-être rajouter sur la dimension géopolitique, la dimension réglementaire. C'est vrai que ce qui m'aide dans mon métier, c'est d'avoir fait avant du dev pendant certaines années, de bien connaître l'industrie du numérique. Mais néanmoins, faut connaître le droit du numérique. Donc, j'ai fait des études de droit, de recherche internationale, d'histoire des sciences aussi en parallèle. Mais voilà, c'est très interdisciplinaire. Je m'arrête là, voilà, parce que j'ai vraiment dépassé et j'ai pas d'autres en fait. Ah oui, pour conclure, donc j'ai entrouvert une des portes de l'atelier. Les tiroirs sont bien rangés, je vous assure, hein, ça a l'air bordélique comme ça, mais en fait ils sont bien rangés. Et il y a plein d'instruments bizarres ici et là. Donc c'est un domaine d'études interdisciplinaire et relativement neuf. C'est pour ça qu'on teste beaucoup de choses. Et ceux de Géode vous diront la même chose, ils testent beaucoup de choses, même s'ils ont une école, une formation avec leurs propres outils, en fait ils testent beaucoup de choses. Il faut créer les méthodes et les process, du coup on n'en est pas encore au DevOps. Donc peut-être qu'on aura progressivement une vraie montée en compétences, en maturité de ce métier de la recherche, de ce secteur de la recherche en particulier. Mais j'espère en tout cas que ce petit tour d'horizon vous donnera envie de venir faire un tour à l'atelier de temps en temps. Voilà. Merci beaucoup, Ophélie. Merci beaucoup. On n'aura malheureusement pas le temps pour les questions, mais ouais, c'était dans ton sujet. En fait, j'ai pas vu que... Pourtant, c'est bien rouge, hein, mais bon. Pas de souci. Merci beaucoup. Est-ce que tu serais dispo pour des questions éventuellement à la pause, à la prochaine pause? Oui, absolument, ouais. Voilà. C'est quand la pause? Je n'ai plus. Dans 1 heure, je dirais à peu près. D'accord, on va voir. Mais sinon, je suis très facile à trouver, et en particulier sur Mastodon. Je réponds plus rapidement que sur les autres réseaux, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup encore pour ta présentation. Merci. Alors, maintenant, on va... alors, j'espère que d'ailleurs, pendant la pause, vous avez aussi bien profité des stands sponsors et qui vous ont montré un peu ce qu'ils faisaient, leurs animations, que vous avez pris quelques goodies, peut-être. Et on va d'ailleurs maintenant parler d'un de nos sponsors, sponsor Gold, donc Atlassian, et on va appeler Jean qui va vous en parler. Non, c'est pas con.